Bonjour à tous et bienvenue dans Good Technique pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de la série et de toute cette saison 1 de House of the Dragon. Je vais être avec l'Amicaire pour le faire. Cette série, il y avait beaucoup d'attentes autour de cette saison. Était-elle vraiment une série de commandes qui était faite pour devenir une cash machine et relancer HBO Max qui avait des problèmes pour tenir à flot? Sa maison mère, Warner, avait des problèmes financiers, obligé de fusionner avec Discovery. Et est-ce que House of the Dragon allait être un simple objet culturel à but lucratif, ou est-ce qu'il y allait avoir un souffle, le souffle du dragon qui allait souffler sur cette série, comme ont pu être aussi haletantes les saisons 1 à 7 de la de la série originelle de Game of Thrones? C'est la question, et on va vous parler. Donc, d'abord, je vais laisser la parole à Aker, mais bon, sans trop défricher sur la vidéo, si vous n'avez pas envie de regarder ce qui va être une vidéo qui va, à mon avis, durer plus que 6 minutes, eh bien, on a particulièrement apprécié cette série. Ker, pourquoi est-ce que tu l'as aimé? Alors, déjà, bonjour mon cher Greg, bonjour à tous. Le House of the Dragon saison 1, je l'attendais énormément. Je l'attendais vraiment énormément parce que j'étais persuadé qu'après la diffusion de la saison 8, qui a été, comme tu l'as dit, à juste titre très critiquée, même s'il y a, moi, des éléments dans cette saison 8 que j'ai beaucoup aimé, euh, HBO allait absolument vouloir corriger le tir, et notamment avec la présence de Martin si proche de la production, très impliqué dans cette série. J'ai été très confiant, notamment parce que j'avais lu un petit peu de Fire and Blood. Alors, pas, on le redit, hein, mais nous, on n'a pas lu cette partie de La Danse des Dragons, nous ne l'avons pas lu volontairement pour avoir la surprise, pour pouvoir faire des théories. Mais moi, j'avais eu le début sur Aegon le Conquérant, j'avais trouvé ça extrêmement stylé, donc je me disais que forcément, avec tout le bien qu'on en disait et tout le bien que j'avais pu voir sur le début de Fire and Blood, plus la volonté d'HBO d'en faire quelque chose de ouf, la volonté d'HBO aussi de taper fort sur Amazon parce que on savait depuis très longtemps que les deux séries allaient être soit diffusées la même année, soit, alors là ça a été la surprise, diffusées en frontal, qu'il allait y avoir du soin vraiment mis sur la série. Et moi, j'avais ce sentiment, en voyant la promo, avec les annonces et tout, que HBO allait vraiment soigner son bébé. On l'a vu notamment dans le casting, qui était un casting extrêmement solide. Quand on fait une série avec Emma Darcy, avec Olivia Cook, qui est quand même Olivia Cook, qui était excellente dans plein de trucs, notamment Ready Player One ou Bates Motel, qu'on a Matt Smith, Doctor Who, qui est un monstre, Easy Fans, etc. Enfin, franchement, il y avait tous les éléments de croire que ça allait être une très bonne série. À ce niveau-là, moi, j'ai pas été déçu. C'était en effet une très bonne série. Par contre, elle est très bonne, mais pas du tout où je l'attendais. C'est-à-dire que j'ai. Enfin, si. Elle est très bonne là où je l'attendais, et elle est très bonne aussi ailleurs. C'est-à-dire, euh, dans ce que j'attendais. Moi, j'avais un truc que j'avais très envie de retrouver, c'était la musique. La musique de Ramin Djawidi, que j'adore. La BO de la saison 8, malgré tous ses défauts, bah, au niveau musical, je trouve qu'elle défonce totalement, et je l'ai écoutée de très nombreuses fois. J'avais hâte de retrouver cette BO qu'on a retrouvée, et j'en parlerai plus tard, mais elle est à la hauteur. Au niveau de la qualité du casting, tout est là. Je les ai cités, mais ils sont tous très bons. Par contre, euh, on retrouve l'univers goth, on est en terrain conquis, la qualité d'écriture, la qualité de réalisation, la photo, les décors, tout ce que faisait très bien Goth au début, comme tu l'as dit, sur ses premières saisons, un peu moins sur la suite, quand notamment Martin est parti, et que bon, ils étaient plus aspirés par le côté phénomène Goth et où la qualité est un peu tombée. Mais là où la série m'a surpris, c'est dans son propos, dans sa noirceur. Le premier épisode rappelle-toi, on avait dit par exemple que Matt Smith en Damon était très caricatural. Et c'était, avec du recul, peut-être aussi un regard qu'on avait, tu sais, voilà, on a vu God, donc on va comparer les personnages aux différents personnages de God. Par exemple, Paddy Considine, bah, pour nous, c'était très clairement Robert Baratheon, donc on voyait un avenir à la Robert Baratheon. Et en fait, là où moi, la série m'a étonné, c'est, outre sa noirceur, c'est qu'il y a des éléments
que je n'avais pas vu venir dans le traitement de la série, où House of the Dragon s'est créé une totale identité. C'est-à-dire, c'est pas Goth, c'est dans l'univers de Goth, mais il n'y a pas de lien avec la série en elle-même. Euh, on est étonné constamment. La qualité d'interprétation de Millie Alcock en Rhaenyra Targaryen, et d'Emily Carey en Alicent, le fait que quand on change d'actrice, où on était à fond sur la qualité d'interprétation des deux jeunes actrices, on disait mais les deux nouvelles vont arriver, ça va être difficile à avaler. Et pouf, en un épisode, c'est réglé. Mais j'ai même envie de dire en une scène. Par exemple, la scène d'accouchement de Rhaenyra, quand elle vient d'accoucher et qu'elle doit aller voir Alicent, cette scène est incroyable. Donc le changement d'actrice, ça a marché hyper bien et c'était casse-gueule. Le fait qu'il y ait des sauts dans le temps, c'était aussi casse-gueule. Et au final, ça a très bien marché. La surprise Paddy Considine en Viserys, au final, absolument pas Robert Baratheon. C'est peut-être même le plus grand roi qu'on ait vu dans Goth, avec un dernier épisode où tu l'as dit, d'ailleurs dans la critique, il était extraordinaire. Et d'ailleurs, Martin lui a dit qu'il avait fait un. Tu t'en parlais dans la vidéo news, mais Martin lui a écrit qu'il avait fait un Viserys meilleur que le sien. Il va être nominé aux Emmy, aux Golden Globes sans aucun doute. Enfin, F-Best en Rhaenys, énorme surprise aussi. Le personnage était très effacé et en un épisode, elle sort complètement du lot. Rizzy Fans, comme tu le disais au début, c'était un acteur de comédie qu'on avait vu dans plein de trucs comme Good Morning England ou Good Food and Notting Hill. Là, il a un rôle très sombre, il a un peu le rôle du père Lannister, sauf que je le trouve moins caricatural en plus que le père Lannister, qui était déjà très bon. Donc, la série est très très soignée. On a dans son contenu, il y a plein de choses qu'on a déjà évoquées dans les différentes analyses, mais le rôle des enfants dans la série et l'impact de leurs actes et de leurs accidents. Il y a aussi du mystère, par exemple, autour du personnage de Misaria. Enfin, il y a plein de choses dans cette série qui sont vraiment, vraiment très réussies, d'autres un peu moins, tu vois, par exemple, j'ai oublié son nom, là, Laris, tu vois, marche moins bien que certains personnages de Goth en termes de, on va dire, d'espion. C'est pas Littlefinger, c'est pas Varys très clairement. Cole est un personnage que j'apprécie pas du tout. Mais peu importe, tous les personnages ne peuvent pas être réussis. Mais on a eu une saison qui, moi, ne m'a jamais lâché. Euh, Tous les matins, je me levais tôt pour regarder cet épisode, j'étais content. Et il y avait un truc qui m'avait un poil déçu, c'était la BO. La BO qu'on entendait dans l'épisode, mais qui était moins marquante, et surtout, j'avais pas le plaisir de pouvoir la réécouter après avoir vu l'épisode parce que Jawadi n'avait pas sorti tous les morceaux, elle en avait sorti quelques-uns. Et là, je peux te dire que depuis la sortie de la saison complète en CD, enfin, en musique, quoi, moi j'écoute sur Spotify, je l'écoute énormément. Et alors, il y a des morceaux, mais complètement dingues. Crown of Jane Harris, ce morceau est génial. Il y a des thèmes. En fait, la série ne sait pas, et Jawadi, et toute la série globalement, ne sait pas juste appuyer sur Goth, même musicalement. Ils ont recréé une vraie identité, même musicale. Il y a des vrais thèmes de House of the Dragon, il y a une vraie identité musicale, comme la série a une vraie identité, et c'est hyper quali. Et tu disais que oui, on avait adoré. Oui, moi j'ai vraiment vraiment adoré cette série qui m'a passionné et qui surtout m'a passionné en me proposant de la qualité. Et ça, bravo, chapeau. Et honnêtement, j'en doutais pas. Parce que tu te rappelles, j'avais dit la nouvelle GOT, on se demandait si ça allait être The Witcher ou le Seigneur des Anneaux et tout. Pour moi, c'était sûr que ça allait être GOT parce qu'au début de la série, il y avait vraiment un truc. Il y avait une âme, il y avait le support Martin, il y avait des gens, et notamment HBO, qui travaillent très bien. Il y a rarement des séries HBO qui sont mauvaises. Il y a eu la sortie de route avec les deux showrunners, on est d'accord, c'est indéniable. Mais j'y croyais vraiment. Et au final, je suis pas du tout déçu, quoi. Pas du tout déçu, et j'ai hyper hâte de voir la suite. Et toi, mon cher Greg? Et du coup, le truc, Ker, c'est que moi, mon problème, ça va être de pas redire exactement tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est une série dont je trouve que la première qualité, c'est effectivement qu'elle a son propre rythme. Parce que pour revenir sur mon intro,
tout donner cette série comme partant, comme étant une pure commande. C'est une pure commande. Les gens voulaient du GOT, HBO n'allait pas bien, il leur fallait du GOT. Et c'est tout. Et le truc, c'est que de cette série de pure commande, ils ont réussi. Et c'est là où on voit que l'audiovisuel est un art et une industrie. Et c'est plus une art et une industrie que presque tout. Peut-être que la musique est un peu dans cette catégorie-là, mais je connais moins bien les rouages de la production musicale. Mais, mais l'industrie cinématographique, on voit toute sa capacité là. C'est une industrie, c'est fait pour créer de l'abonnement, et pourtant c'est de l'art. C'est le jeu des acteurs, les épisodes, tout est porté, tout est fait de manière incroyablement, tout est incroyablement réussi, tout est fait avec goût. Le jeu des acteurs, enfin vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à regarder l'épisode. J'ai pris tout autant de plaisir à regarder les interviews de Sapochnik, donc un des showrunners, où il parlait en fait de sa compréhension des personnages et des dynamiques et de pourquoi est-ce que la dynamique entre deux personnages allait dans un sens et que du coup ils se sont dit en fait on va faire que la caméra par exemple donc cette fameuse scène où on a Rhaenyra qui vient d'accoucher, Alicent qui l'appelle, et du coup ils font exprès de construire tout un élément de décor pour pouvoir faire un long plan séquence pour aller de l'un à l'autre, pour qu'on ait une sensation de tension pour cette scène. C'est vraiment... c'est une commande. Ils ont trouvé les bonnes personnes pour encadrer ce projet, et ces personnes ont réussi à en faire une vraie œuvre. Les acteurs sont impeccables. Franchement, ce qui est incroyable, c'est les acteurs et l'évolution des personnages. Et en fait, quand on commence la série, comme l'a dit Kerr, il y a, et Kerr me citait d'une vidéo précédente, on imagine Viserys comme un roi qui va pas tenir. Alors qu'au final, il a une longue vie, il a un royaume qui est globalement en paix, et ça en fait un roi qui a eu un règne stable, mais on imagine que du coup l'acteur va être un peu fade puisque le roi est un peu fade. Et en fait, les plus grandes scènes, les plus grands moments de jeu, c'est Paddy Constantine. En fait, le truc, c'est que le moment où dans l'épisode 7, il arrive pour aller sur son trône, et cette scène avec la musique, le temps que ça met, cette scène, elle est lente, mais qu'est-ce qu'elle est puissante. Enfin, vraiment, l'acteur est incroyable. Enfin, vraiment, il représente bien cette série. Hein. On ne mise pas sur lui au début, et au final, c'est lui qui va vraiment transcender le truc. Et à titre personnel, j'ai préféré les acteurs qui jouaient, notamment la Rhaenyra jeune à Rhaenyra vieille. Je trouve que la première a un peu plus d'expression de jeu que la deuxième. Mais les deux sont très bonnes. Les deux sont vraiment, vraiment très bonnes. Et est-ce que c'est un problème qu'il y ait eu un changement d'actrice? Non, parce qu'en fait, on est tellement attaché au personnage. Il leur arrive des choses qui rendent les scènes... On est viscéralement avec eux. Et du coup, ok, c'est pas grave. En fait, ce qui est marrant, c'est que les showrunners discutaient du fait que pour eux, c'est le mal originel. Cette série doit avancer vite dans le temps. Il doit y avoir des ellipses. Ils disent clairement que les spectateurs n'aiment pas les ellipses de plusieurs années comme ça, quand elles sont répétées. Sauf que la série, c'est l'adaptation d'un livre historique. Donc il doit y avoir des grands moments, des grandes avancées dans le temps. Et au final, ils ont réussi à très bien le gérer. Et oui, c'était un peu chiant. Il y a peut-être quelques éléments que j'aurais aimé voir, mais au final, ils l'ont très bien géré. Et là où on aurait pu se dire, cette série, ils essayent de faire une saison 1 où ils cavalent pour aller jusqu'à la danse des dragons, qui sera cette guerre entre les verts et les noirs pour la saison 2. Mais moi, ce que j'ai retenu de cette saison, c'est pas une cavalcade, puisqu'il y a eu plein de moments où ils ont pris leur temps. L'impression que j'en ai eue, c'est une série où chaque épisode était bourré de choses, bourré de jeux d'acteurs, bourré d'émotions. Il n'y a pas d'épisode où j'ai eu l'impression que ça n'avançait pas. Il n'y a pas d'épisode filler dans cette série. Il n'y a pas de moment où on se dit oh là là, la moitié de l'épisode ne servait à rien, mais c'était sympa. Toutes les scènes avancent, tout avance vite, tout a du poids, et c'est vraiment le sel d'une série qui est réussie, quoi.
Et du coup, ce qui est incroyable, c'est toutes les possibilités que la série se laisse pour la suite. Parce que donc pour la suite, on voit à quel point il y a de nombreuses pistes qui sont mises en place. Déjà, par exemple, on voit que, pour donner juste l'exemple de personnage de Cole, il arrive, on le voit comme le futur Jon Snow, et au final, il est de potentiel héros, on voit qu'il devient un vilain de l'histoire. Donc on voit à quel point les personnages vont avoir des développements. Certes, il y a parfois les différentes, les différentes ellipses ont amené à pousser comme ça des personnages qui préparent la suite un peu vite, comme par exemple les deux jumeaux où on a eu l'impression qu'ils étaient bombardés et qu'il fallait très très vite les présenter parce qu'ils sont importants pour la suite. Mais définitivement, on voit que les deux jumeaux pourraient être une espèce de rivalité fraternelle comme pourrait être les Clegane, enfin le Clegane Ball. Le truc, c'est que mais la série sait nous surprendre. Elle sait surprendre l'attente de dire ah mais tu penses que tu identifies quelqu'un de goth. Non non non, nous on est différents. Et ça c'est intéressant parce que si on regarde l'alliance Rhaenyra-Rhaenys, il y a un verre dans la pomme. Il continue d'y avoir la tension autour de son fils à Rhaenys. Le fils, pour prendre cet exemple, le fils, il pourrait réapparaître. Il y a plein de gens qui disaient que le serpent de mer, ça y est, dans l'épisode 9, on dit il va pas bien, on le reverrait plus jamais. Non, on le voit revenir dans le 10. Le truc, c'est que là, pareil, le fils des Vélarions pourrait revenir. Donc, on a comme ça énormément de pistes qui sont posées. On voit bien que il y a des la série même se termine sur l'envol d'un des enfants de Rhaenyra vers Winterfell. Donc on sait et Martin l'a dit car l'a couvert dans la news la semaine. Martin a confirmé que Winterfell allait être un élément important, très important de la prochaine saison. Donc en fait, on voit les jalons, on voit les petits galets qui ont été posés, des alliances, des alliances qui sont parfois mises sur des pieds un petit peu savonneux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, cette saison, est-ce qu'elle est parfaite? Je ne sais pas si moi j'utiliserais le terme parfait. J'ai eu quelques critiques sur le dernier épisode qu'au final j'ai beaucoup aimé, mais vraiment cette série est très proche de ce qu'on peut espérer être une série parfaite. Elle est, les personnages sont intéressants, la qualité de production, les costumes est incroyable, la réalisation est irréprochable. Enfin, vraiment une saison extrêmement réussie. Tu voulais réagir, toi, Car, sur des éléments précis? Ouais, alors je te rejoins complètement parce que je l'ai pas dit, mais la réal et tout, il y a il y a des vraies idées de réalisateurs, et notamment de réalisateurs qui sont pas forcément des réalisateurs, tu sais, qui sont très confirmés. Et on fait une vidéo un peu plus détente sur comparatif The Rings of Power, House of the Dragon, parce que la presse s'est emparée du truc, et puis pas que la presse d'ailleurs, dans le comparatif entre les deux, est-ce que ça va être deux monstres, enfin, vous verrez. Et c'est vrai que au niveau des réalisateurs non confirmés d'House of the Dragon, il y a vraiment de l'idée, vraiment du travail, là où sur The Rings of Power, c'est pas toujours le cas. Et, euh, donc là-dessus, je te rejoins complètement. Tu parles de série quasi parfaite. Moi, je vais être très honnête, je pense qu'elle est top 3 de mes séries de l'année. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup, et, euh, et j'ai vraiment été étonné d'épisode en épisode. Alors, tu parlais d'Emma Darcy que tu trouvais un peu en dessous de Emilie Alcock. C'est vrai que Emilie Alcock était très très bien. J'ai trouvé qu'Emma Darcy aussi. Enfin, vraiment, tu parlais du casting. Je suis d'accord avec toi. Et pour élargir un peu le truc, euh, tu parlais de la série qui peut nous surprendre. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et elle peut même nous surprendre au-delà. Parce que là, les gens peuvent dire oui, mais ça, c'est le bouquin, etc. Oui, on s'en fout, on l'a pas lu, cette partie-là. Beaucoup ne veulent pas savoir ce qui se passe pour avoir la surprise. Donc c'est tout à fait louable. Mais revenons sur un point de Martine lors de la promo qui, moi, m'avait beaucoup intrigué. Il avait dit que dans cette série, il allait, comme il avait plus de temps, donc il parle de 4 à 5 saisons, qu'il allait ajouter
à son œuvre des éléments qu'il n'avait pas pu mettre dans GOT parce qu'il s'était fait jeter par les showrunners. Hein, maintenant, on le sait, à coup de pied au cul, ils l'ont mis dehors pour prendre le contrôle de GOT en se basant juste sur 2-3 éléments que Martin avait dit sur la fin. Et ensuite, ils ont fait à leur sauce, ce qui est complètement visible quand vous lisez l'intégral 5. Il y a énormément d'idées de Martin fabuleuses qui ne sont pas dans la série, on se demande bien pourquoi. Et en fait, Martin peut piocher dans ces éléments-là ou retravailler des éléments de la danse des dragons pour y ajouter des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et moi, ça m'avait intrigué parce qu'il parlait notamment de la magie. Il disait, bah, il y a des aspects de la magie qui n'ont pas été abordés dans la série, que moi j'aimerais aborder dans House of the Dragon. Or, quand on termine cette première saison, bah, la magie, concrètement, on la voit pas. Il y a la référence très appuyée, et à mon avis, ça n'est pas un hasard, sur Song of Ice of Fire. Alors, est-ce que c'est pour rappeler le lien avec Goth? Mais on n'a pas besoin de le faire. Quand ils le font la première fois, on comprend que c'est pour faire un lien avec Goth. De toute façon, les premières secondes de la série, le petit texte se termine avec en gros Daenerys. Donc oui, on a compris que c'était un spin-off de Goth, et c'était à faire, et c'était bien fait. Mais la série revient dessus, donc peut-être que ça cache quelque chose. Mais au niveau magique, il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas encore vus. Et là, je me permets de lire un commentaire qui a été mis sur la chaîne, que j'ai trouvé très bon, sur une de nos vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est la théorie, les remarques de la personne qui s'appelle Jean Valjean, qui, ça doit pas être son vrai nom, hein, qui, soit ça vient de lui, soit il l'a lu ailleurs, sur Reddit ou ailleurs, hein, peu importe, mais en tout cas, je vais vous le partager. Il nous dit sur Miss Arya, donc Miss Arya, vous savez, c'est la tenancière de bordel qui était avec Daemon, et qu'on appelle le ver blanc, et qui, officiellement, dans la série, est morte au moment de l'incendie de son bordel, même si moi, je ne crois pas du tout qu'elle est morte. Il dit sur Miss Arya, j'ai l'impression que tout le monde était tellement focalisé sur Alicent, Aegon et la prise du pouvoir que beaucoup de détails ont échappé. Si vous regardez bien, Miss Arya n'a pas vieilli d'un poil depuis qu'elle était avec Daemon. C'est vrai. On peut pas le, on peut pas le contredire là-dessus. Vous allez dire que Sir Criston aussi. C'est vrai, on peut pas le contredire. Ce qui est également très suspect, dit-il, le concernant. Si vous regardez bien, Miss Arya a une énorme cicatrice qui couvre tout son cou. Elle a été soit égorgée, soit décapitée. On ne peut pas survivre à une telle blessure. Je suis d'accord, et si vous avez lu le bouquin, forcément, ça fait écho à quelque chose que y a dans le bouquin. Ensuite, deuxième détail, si vous regardez le col de sa robe, et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, et d'ailleurs l'image est parfaite, il s'agit des motifs du collier de Mélisandre. Contrairement à Mélisandre, le collier d'immortalité de Miss Arya est cousu sur le col de sa robe pour passer plus inaperçu. Il est donc fort probable que Miss Arya soit une prêtresse du même ordre que Mélisandre. Voilà son commentaire à ce fameux Jean Valjean, que je salue d'ailleurs. Euh, j'ai trouvé ça très pertinent, et c'est quelque chose qui me titille beaucoup depuis que je l'ai lu, parce que je me dis que oui, peut-être que Martine a reglissé dans cette saison 1 des éléments qui vont être très importants après, qu'on n'avait pas forcément vu. Et moi, ça me chauffe beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Greg? C'est une théorie qui est super intéressante. Vraiment, je suis. Elle remet un peu, comme tu le disais tout à l'heure avec Martine, de la magie sur cette saison. Ouais, ouais, ouais. Outre les dragons, et alors toi tu en avais parlé rapidement, mais on a aussi sur l'origine des Targaryens, il y a des petites références à des moments donnés dans la série sur des choses qui pourraient être aussi magiques, qui pourraient aussi faire écho à toutes les théories qui ont été développées sur l'après-Goth avec Daenerys et Valyria. Enfin, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses. De toute façon, on en parlait en off, mais le lien Targaryen, feu, dragon, forcément, c'est intéressant. Il y a des éléments qui peuvent être magiques dans tout ça et qui seront abordés par la suite. Euh, donc voilà, moi je suis très hypé par la suite. Alors la mauvaise nouvelle, vous le savez, mais c'est pas une surprise, c'est 2024 pour la saison 2. C'était évident puisqu'on savait que la saison 2 n'était pas encore en tournage, donc ça prend du temps forcément à se lancer. Donc voilà, vous allez dire, oui, Amazon par exemple arrive à faire des saisons de The Boys tous les ans, c'est vrai, mais
quand la saison de The Boys est diffusée, la saison prochaine est déjà en tournage. Donc là, sur God, c'était un petit peu différent. Autre info qui a annoncé qu'à The Boys, donc un des boss de HBO, quand il a parlé de 2024, il a aussi dit qu'il n'y aurait pas de spin-off entre-temps de GOT, mais qu'on sait qu'il y a d'autres spin-offs qui sont en chantier. Il y a un sur Jon Snow, il y en a un potentiellement qui avait été annoncé sur Corlys Velaryon, sur sa jeunesse. Bref, il y a des spin-offs et tu parlais d'univers et de nécessité de construire sur GOT, mais c'est tout à fait ça, hein, ce qu'ils ont annoncé dans l'après-GOT, c'était que GOT était pour HBO et pour HBO Max en l'occurrence l'équivalent d'un Star Wars pour Disney ou de peut-être le Seigneur des Anneaux. Enfin, non, le Seigneur des Anneaux n'est pas un exemple. Mais Star Wars pour Disney ou The Witcher pour Netflix, une franchise sur laquelle ils vont construire. C'est possible. Bah moi, s'ils construisent aussi bien qu'ils l'ont fait sur House of the Dragon, carte blanche. Hein. Pour moi, carte blanche. Tu veux le mot de la fin, mon cher Greg ? Bah, en fait, à chaque fois, j'ai envie de dire Dracarys et tu me dis non, il faut pas dire Dracarys. Mais si, tu peux. Mais le Vas-y, truc, c'est que Dracarys. là, à part dire qu'ils ont mis le feu, qu'ils ont mis. C'est quand même une série. Alors, il y a juste, avant, puisque tu clôtures d'un coup, il y a juste peut-être deux choses que je voudrais dire. Le premier, c'est que dans beaucoup de vidéos, je pensais que tu allais en reparler là, tu as précisé, et je trouve que c'est très vrai, à quel point plein de choses majeures sont arrivées par accident. La Oui, tout mort à de fait. Luceris est un accident. Le coup de... L'œil crevé. Pardon ? L'œil crevé, au L'œil final, il voulait pas lui crevé. crever l'œil. Enfin, il y a vraiment beaucoup... Bon, ça, espérons qu'il y ait d'autres mécaniques, puisque du coup, le côté accidentel des choses pourrait être un peu redondant. Le deuxième Alors, truc... je tiens à préciser quelque chose quand même, c'est que ça a été confirmé derrière par les showrunners que ils avaient bien modifié le bouquin et que Luceris était bien tué par accident dans la série, et que c'était volontaire et que c'était un changement volontaire par rapport au bouquin. Voilà. Et... Parce que du coup, ils auraient pu faire un tournage par accident. Tu sais qu'ils ont peut-être tourné accidentellement la saison. Et parfois, il y a des interviews, tu comprends pas. Et oui, et donc du coup, le deuxième truc sur lequel je voulais revenir, c'est que là, il y a beaucoup de messages à la fois des acteurs, showrunners, etc., pour pas implorer, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas pour pousser les gens à ne pas choisir un camp. Et je trouve Oui. ça... je sais pas quel est le but de ça, parce que bon, après tout, j'ai envie de dire, il peut y avoir des gentils et des méchants. On est habitué en tant que spectateur, et dans GOT, on est même habitué à avoir des méchants qui deviennent gentils. Donc je sais pas pourquoi c'est une espèce de nœud de discussion des acteurs en ce moment. Ça m'intrigue. En tout cas, on verra bientôt. Est-ce que le regard de Rhaenyra dans la toute fin de l'épisode n'est pas un indicateur de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre parti de l'un ou l'autre? Parce que on l'avait fait dans la critique de la saison et c'était très juste. Tu disais dans les personnages qui n'ont pas, pour l'instant, fait des trucs atroces, il y a Rhaenyra, mais elle a l'air ultra vénère à la fin. Alors on a eu le débat en off de qui déclare la guerre, mais ou en tout cas qui la déclenche. Avec, quand je parle de guerre, je parle vraiment de premier coup, hein, pas tu sais, les causes de la guerre. Les causes de la guerre sont avant Rhaenyra, bien évidemment, notamment Lucerys, etc., et la prise de pouvoir d'Hightower. Mais est-ce que ça serait pas Rhaenyra qui, avec ce regard ultra vénère, va nous faire une Daenerys? Je ne le sais pas. Mais ce petit regard méchant vénère à la fin me laisse à penser que elle va frapper en premier et que du coup, pendant 2 ans, ils aimeraient pas qu'on soit tous pro Rhaenyra Daemon et tous anti Hightower. Si par exemple Hightower en prennent dans la suite, là, ils en prennent plein la tronche. Puis pendant 2 ans, on avait tous été contre eux et on change au final d'avis. Mais c'est pas grave. Puisque Non, c'est pas grave. reprendre Jaime dans Game of Thrones, il est méchant, tout le Ah, monde est pas dans contre lui, C'est pas et sorcier, c'est pas le saison même. après saison, les choses s'améliorent. C'est l'univers de GOT, on sait que les méchants peuvent évoluer, on sait que les gentils peuvent évoluer. Donc je sais pas pourquoi dans cet univers qui est alignement fluide, c'est un problème. Est-ce que
Alors, ça, c'est pur, là, j'y pense. Est-ce que c'est pas aussi parce que actuellement, sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a des telles vagues de haine que la série aimerait que le public se tempère un petit peu pour éviter, par exemple, qu'Olivia Cook, qui joue Alicent Hightower, se prenne des torrents de merde en veux-tu en voilà, que l'acteur qui joue Aegon en prenne aussi à n'en plus finir. On rappelle quand même que sur GOT, l'acteur qui jouait Geoffrey a tellement été insulté et tellement menacé de mort en vrai pour avoir incarné un personnage fictif que le mec a déprimé de ouf et qu'il a arrêté sa carrière. Alors là, apparemment, il reviendrait, mais il a arrêté sa carrière alors qu'il y a un truc qui est indéniable sur ce gamin, c'est que en tant qu'acteur de Geoffrey, il était excellent. Il était très bon, Geoffrey. Il était détestable, mais il faut avoir un acteur qui le joue bien, cet acteur détestable. Et les internets ont été tellement intelligents à l'époque que D'ailleurs, il est sur l'acteur 2 qui... films en Ouais, ce moment. ouais. Ils savent pas Et s'il va. Il est sur 2 biopics. Ils savent pas s'il va faire plutôt Mussolini ou Hitler. Mais il est en j'en étais sûr préparation. que c'était une connerie. J'en étais sûr que c'était un troll. Mais bref, toujours est-il qu'il y a cet élément-là. On rappelle aussi que il y a eu tellement de harcèlement sur l'actrice qui joue Rose, par exemple, dans Star Wars, que là, peut-être, c'est aussi un élément de langage pour dire, eh, dis donc, allez, vous allez vous calmer. On raconte une histoire qui a été écrite par Martin, où visiblement, Martin le dit lui-même, les deux camps, c'est pas des enfants de cœur, que ça va être gros carnage. Donc, ne harcelez pas les. Et c'est peut-être pour protéger le casting, hein. Peut-être. Ok, c'est ta théorie. J'ai envie de dire, il faut que tu prennes la responsabilité de tes mots. Et si tu veux terminer là-dessus, eh bien cette fois-ci, c'est moi qui te le dis. Tu as le mot de la fin, mon cher Kerr. Eh ben, je vais conclure avec Dracarys. Tiens, et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de la série. Voilà, sans spoil, bien évidemment. Cœur sur vous. Merci aux tipeurs d'aider autant la chaîne. Et puis, merci à Daniel à la réal. Merci à toi, mon cher Greg. Merci à moi. C'est pas souvent qu'on se remercie soi-même. À très bientôt. Ciao!